sujet au début. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Je remercie Madame Vinavert de m'avoir convié pour parler devant vous au sujet, vous m'entendez? Donc sur cette problématique qui est importante pour le XVIe siècle, c'est-à-dire toute cette longue réflexion qui est amorcée dans la foulée de l'humanisme sur l'importance des langues. Et ce que l'on va voir au fond, des langues bien sûr par rapport des langues vernaculaires, langues modernes, langues maternelles si vous voulez, dans leur rapport aux langues classiques, langues de culture, donc que sont d'abord le latin bien sûr, le grec qui est revivifié pour de multiples raisons. Vous savez que la chute de Constantinople fait fuir au fond un grand nombre d'érudits, de savants grecs de l'Empire, de ce qui était l'Empire byzantin. Ils donc vont en Italie et bien sûr dans la foulée des guerres d'Italie, donc les conquêtes françaises en Italie, eh bien les Français découvrent un siècle plus tard l'importance de ces langues. En même temps, l'autre facteur dont je vous avais déjà parlé dans un cours antérieur, ce sont on pourrait dire, la révision qui s'amorce quant à la pertinence de l'Église catholique dans son message, l'adéquation entre son message et, pour faire bref, son comportement. Et au fond, on revient à l'authentique, aux textes authentiques, donc à l'Évangile, d'où le nom évangélisme. Et pour bien comprendre les textes sacrés, non seulement, si vous voulez, parallèlement à cette redécouverte du grec, on va vouloir revenir aux textes d'origine, c'est-à-dire donc écrits dans la langue hébraïque. Donc ce sont les trois grandes langues de l'Antiquité qui, au fond, vont établir, forcer les érudits, les humanistes de l'époque, les linguistes, les philologues, à tout un travail historique. C'est un grand siècle de philologie, donc dans l'appréhension, la compréhension et la connaissance de ces langues de l'Antiquité et l'approche comparative entre ces langues, puisqu'on compare les traductions, notamment les traductions latines de tous ces textes écrits soit en hébreu, soit en grec, et dans le rapport aussi par rapport aux langues donc modernes, d'abord le toscan, donc l'italien, puis la langue française pour ce qui nous intéresse. Et donc tout ce débat est très vif et anime le siècle quant à la nature même et à l'origine des langues, puisqu'il y a une autre considération qui se met en place de nature politique. C'est la rivalité entre l'Empire, donc l'Empire romain germanique, qui est donc celui de Charles Quint, ce sont les Habsbourg, et les prétentions du roi de France. Il faut se rappeler aussi que le royaume de France est pratiquement entouré du nord, en passant par l'est et jusqu'au sud. Le Milanais est sous contrôle aussi en partie de l'Empire, et l'Espagne aussi, qui fait partie de la même dynastie. Et donc il y a une rivalité qui va aussi, si vous voulez, motiver cette volonté d'établir plus ou moins solidement ce que l'on considérait être la nature et l'origine de ces langues, avec donc parallèlement la recherche philologique et en même temps religieuse d'accéder à l'authenticité de ces textes anciens. Et ce qui donc nous amène à considérer d'abord la nature de ce débat sur l'origine des langues. Alors, ce n'est pas un débat, comme vous commencez à le pressentir, qui est purement spéculatif. Il répond au fond à une sorte de triple urgence pour l'époque. D'abord, donc, une réflexion sur les textes sacrés, qui est motivée par la crise religieuse que va traverser tout le siècle, non seulement en France, mais en Europe, puisque le mouvement réformé s'installe notamment dans l'Europe du Nord, et notamment en Allemagne, mais pas seulement.
et qui va s'intensifier aussi bien sûr en France dans la seconde moitié du siècle. D'autre part, on cherche dans cette volonté politique d'affirmer la langue nationale à établir donc le statut des langues vernaculaires, c'est-à-dire des langues modernes, des langues du pays, face justement à ces langues de culture de l'Antiquité qui étaient essentiellement le latin et le grec. Et finalement, l'engagement aussi de ces langues vernaculaires, de ces langues nationales, dans les querelles politiques, donc ces rivalités qui ont animé tout le siècle et qui, au fond, ont été des sortes de justifications, au fond, aux prétentions politiques des différents princes et monarques. Alors, une question résume assez brièvement la nature du premier aspect du débat, c'est-à-dire, au fond, la réflexion sur les textes sacrés. C'est, pour faire bref, quelle langue Adam, le premier homme supposé, donc, parlait-il avant que Dieu donc ne jette sa malédiction sur Adam, donc sur lui-même, et sur sa descendance, donc sur l'humanité. Et en même temps, on y associe le mythe de Babel. Donc, on va chercher, on va essayer de comprendre. Et pour essayer donc de savoir, on va reprendre, on va partir inlassablement de cette fable qui remontait à Hérodote. C'est que le roi Psamétique, donc voulut lui aussi en son temps trancher une querelle entre les Égyptiens d'une part et les Phrygiens sur l'antériorité de leur langue. Quelle était la première des langues, la langue la plus originaire. Et alors, que fit-il? Selon Hérodote, eh bien, il a fait élever 2 enfants hors de tout contact avec le langage humain. Et qu'observe-t-on 2 ans plus tard? Eh bien, c'est qu'ils sont capables, l'un et l'autre, d'articuler le mot phrygien, bec, c'est-à-dire le pain. Alors, pour les philologues du XVIe siècle, au fond, c'était un peu problématique, parce qu'il y avait une dimension religieuse. Alors, comment pouvait-on considérer que l'égyptien ou le phrygien étaient des langues antérieures à la langue des textes sacrés? Et donc, ils vont dépasser cette fable pour considérer qu'au fond, la première langue, c'est l'hébreu. Et à partir, si vous voulez, du moment où le débat semble tranché, eh bien, il y aura un désir, si vous voulez, de la part donc de ces humanistes, de tous ceux qui s'attachent à la langue, et entre autres les traducteurs, à considérer que, au fond, il y a un lien entre la langue maternelle moderne, et pour ce qui nous intéresse le français, et cette langue hébraïque. Et donc, entre autres, Guillaume Postel, donc, qui est un humaniste, qui est lecteur au Collège Royal. Je rappelle que le Collège Royal est l'ancêtre du Collège de France, il est fondé par François Ier pour faire, si vous voulez, d'abord pour assurer l'enseignement de ces langues que la Sorbonne hésitait à mettre en place, si vous voulez, au-delà du latin, donc notamment l'enseignement du grec, l'enseignement de l'hébreu, et un peu plus tard l'enseignement de l'arabe. Et donc Guillaume Postel, qui était lecteur au Collège Royal, va observer que le mot Gallia, Gaule, eh bien, existe en hébreu. Ce mot existe en hébreu et il signifie sauver des eaux. Donc, il en déduit qu'il y a un lien évident entre le peuple celte, donc les Gaulois, et la nation hébraïque, et par conséquent, c'est le peuple le plus ancien d'Europe. Il a donc ce droit de primogéniture, c'est-à-dire une sorte de priorité. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte éminemment aristocratique, c'est le fils aîné qui hérite. Donc la France a le droit de primogéniture en termes politiques à l'Empire, puisque la convoitise c'est toujours l'Empire romain, la descendance de l'Empire romain. Et
cela justifie, au fond, les prétentions du roi de France à la monarchie universelle. Donc, vous voyez comment, au fond, les dimensions à la fois religieuses, philologiques et politiques se trouvent mêlées. Et par ailleurs, il est évident que la langue de culture dominante à l'époque, c'est encore le latin, et certains s'en irritent, notamment les humanistes, si vous voulez, qui étaient les plus, peut-être les esprits les plus fins, et qui savaient que la langue latine n'était pas suffisante, notamment pour connaître les grands textes de l'Antiquité grecque, puisque les latins eux-mêmes se sont inspirés très largement donc de la littérature grecque. Donc les hellénistes aussi, il n'y avait pas simplement que les adeptes des langues modernes, les hellénistes aussi voudront justement faire directement dériver du grec, donc leur idiome national. Donc on va chercher à associer au fond le français d'Île-de-France, le français de la langue de la monarchie, à la langue grecque, au grec ancien. Et là, c'est le cas d'un grand humaniste français, donc Guillaume Budet, mais il n'est pas le seul. Le traducteur aussi, que fut Henri Étienne, a adopté la même position. Et donc on va essayer de trouver une sorte de conformité entre le grec et le français. Et le grand politologue, donc l'auteur de La République, Jean Bodin, lui-même suit le mouvement, peut-être moins, disons, d'une façon moins proche, mais il va s'associer à cette sorte de manie étymologique, parce que c'est une véritable obsession, quant à l'origine grecque de certains mots français. Et lui, Jean Bodin, va même voir que dans la toponymie donc les noms de lieux, de certains lieux de France, justement au sud de Paris, dans la région de la Beauce, c'est-à-dire entre Chartres et Orléans, pour situer, il va voir, comme par exemple des noms comme Ouc, qui existent, où et comment, eh bien, il y a des racines grecques. Et ces humanistes, donc je reparle à nouveau de Guillaume Postel ou encore Guy Lefebvre de la Bauderie, vont considérer que justement il y a un lien évident entre la langue française, ce qui en dérive, donc la civilisation gauloise et les Grecs, et que eh bien, cela justifie au fond une sorte de celtocentrisme, si l'on peut appeler cela comme ça, qui ne va pas du tout, au fond, éloigner des esprits aussi fins que, par exemple, Ronsard. Dans sa tentative d'établir, si vous voulez, la grande épopée qu'il essaie de faire, la Franciade Ronsard, le héros de cette épopée nationale, c'est Francous. Or, justement, quel est l'objectif de Ronsard ? Eh bien, c'est de rivaliser dans la langue française avec ce que Virgile avait fait avec son Énéide. Et Francous étant supposément le fils de Priam, rappelez-vous donc le roi de Troie, eh bien, après la prise de Priam, la prise de Troie, donc par les Grecs, il aurait échoué sur les côtes de France pour y fonder la nation franque. Alors, bien sûr, il y a certains éléments, puisqu'on sait par exemple que la ville de Marseille a été fondée par les Grecs, donc on part de bribes d'éléments pour essayer d'élaborer une théorie, et l'un des fondements de cette théorie, c'est entre autres l'étymologie. Alors bien sûr, il existe aussi des esprits qui restent critiques, qui restent lucides. Et notamment, par exemple, Rabelais va dénoncer, non pas l'étymologie en tant que telle, mais ce qu'il considère être comme une sorte de délire étymologique et toutes les absurdités que cela peut engendrer. Néanmoins,
on s'appuie sur une référence, au fond, une autorité qui est incontestable pour les esprits du XVIe siècle, c'est Platon et le Platon du Cratyle, où justement l'étymologie est posée comme ayant une valeur explicative. Cela n'empêche pas dans ce travail philologique qui parcourt tout le XVIe siècle que se mette en place, au fond, un travail, on pourrait dire linguistique, mais de nature positive, c'est-à-dire qui se fonde sur des faits. Et par exemple, un humaniste comme Beauvel va travailler sur, justement, et là c'est un véritable travail philologique, c'est-à-dire montrer la parenté qu'il y a entre les langues romanes et leur filiation, leur dérivation par rapport au latin. Donc là, c'est un véritable travail philologique, linguistique. Et on aura d'autres esprits, par exemple, comme justement le Picard du Bois, qui constate qu'il n'y a presque aucun mot en français qui ne soit une dérivation, soit du grec, soit surtout, bien évidemment, du latin. Et c'est une évidence, c'est-à-dire que toute la partie celtique ou germanique, n'oubliez pas que le français à l'origine est une langue, les Francs, ce sont des tribus germaniques, donc il reste très peu de mots, très peu de permanence. Et donc là, dans ce travail philologique, donc, montre bien, établit bien que le français est une langue éminemment romane, même si c'est peut-être la moins romane, si vous voulez, de toutes ces langues. Et même Guillaume Postel, on a vu que, justement, pour des raisons, si vous voulez, idéologiques, cherchait à établir un lien, une sorte de primauté de politique de la monarchie française en s'appuyant sur des fondements linguistiques. Lui-même, en tant que lecteur, observe de façon positive, dans les faits de langue, justement, qu'il existe des familles de langues, donc les langues romanes, mais il y a aussi, et comme il s'intéressait à l'arabe, il voit des rapports entre l'arabe et l'hébreu, et donc il est un des premiers à établir aussi, au fond, la famille des langues sémitiques. Et ça, c'est une approche sérieuse qui va permettre d'avancer dans la connaissance de ces langues. Et donc, pour comprendre, parce que nous sommes face à un mythe, pour comprendre la force de ce mythe, il faut, par ailleurs, saisir l'importance qu'avait la notion d'unité, c'est-à-dire du rêve unitaire. Pourquoi ? Et la force, la valeur philosophique est presque religieuse. Dans la notion d'un, et là on retrouve une notion platonicienne, dans la notion de l'un, de l'unité, il y a comme la nostalgie d'une pureté première. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'on considère que, au fond, il y a une origine commune à l'humanité, et cette origine commune est semble d'autant plus évidente, d'abord, que justement l'humanité s'est fragmentée, et s'est fragmentée notamment linguistiquement, d'où le mythe de Babel. Et pourquoi s'est-elle fragmentée linguistiquement ? Eh bien en raison de la faute. Et en retrouvant l'unité, eh bien on va retrouver une sorte de pureté première. D'accord ? Et justement, cette pureté première, à un moment où précisément l'espace européen religieux, si vous voulez, se déchire à nouveau, puisqu'il y a eu le premier schisme entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident, qui va donner le catholicisme d'un côté et l'orthodoxie de l'autre, et on est en train d'assister à un autre schisme qui sera donc le protestantisme d'un côté, d'abord luthéranisme, ensuite calvinisme, et le catholicisme. Or,
disent ces esprits. N'oubliez pas que le royaume de France reste une monarchie catholique, malgré les hésitations. Catholique veut dire universel. Donc, on va essayer de retrouver cette langue première pour retrouver l'unité première et pour essayer de retrouver la vérité, au fond, qui s'oppose à l'erreur. Or, l'erreur, un théologien de l'époque, qui est aussi un philologue et politicien, Florimond de Raymond, dit bien que l'erreur, et là je le cite, a 100 visages et 100 langues. Donc retrouver cette unité première pousse les esprits à prouver, essayer de fonder le fait que la langue française, eh bien, doit, parmi les langues modernes, être celle qui a le primat, non seulement le primat politique, mais aussi le primat esthétique. Et on ne comprend pas l'importance de ce mythe, si vous voulez, sans l'associer à la force, au fond, de cette mystique chrétienne de l'unité, qui ne doit pas être détachée, je le répète, de tout ce courant néoplatonicien qui traverse donc la Renaissance européenne, qui commence d'ailleurs en Italie. Je rappelle ce que je vous avais dit, néoplatonicien, c'est-à-dire l'adaptation, au fond, essayer de trouver comment, ou de considérer comment Platon a annoncé d'une certaine façon le christianisme, parce que les valeurs sont proches et il suffit simplement d'adapter. Alors, un autre aspect sur cette dimension du débat Kant sur les langues, ce sont les interrogations qui vont exister quant au rapport existant entre le signe, donc le mot, si vous voulez, et l'objet qu'il désigne, donc on parlerait de référent. Alors, puisqu'il y a une langue supposément unique, initiale, une langue donc naturelle, la langue originelle serait celle où existe un rapport donc nécessaire entre le mot et la chose. Et pourquoi est-ce une évidence? Eh bien parce que au commencement, disent les textes sacrés, était le Verbe. Donc à l'origine de tout, c'est le Verbe divin, n'est-ce pas? C'est le mot donc prononcé par Dieu qui fait la création. Et donc, il y a, si vous voulez, comme une expression nécessaire de la vérité dans le fait de considérer que le mot désigne nécessairement la chose. Donc, qu'il y a une adéquation parfaite entre son signe et le signe et de son référent. Et donc, en s'interrogeant sur cette problématique, les philologues du XVIe siècle, au fond, ne vont que reprendre une longue querelle qui a déjà divisé le Moyen-Âge entre, justement, ceux que l'on appelait les réalistes, notamment un esprit comme Duns Scott, qui, à la suite, justement, de Platon, mais aussi de Saint-Augustin, affirmait donc qu'il y avait une existence nécessaire entre le mot qui les désignait et les réalités, le mot qui désignait et les réalités qui étaient désignées. Et là, il s'opposait à ce que l'on a appelé les nominalistes, donc, et certains noms de nominalistes sont très connus, c'est Abélard, par exemple, c'est saint Thomas d'Aquin, ça peut être aussi Guillaume de Caen, qui considérait, et là, c'était une autre tradition venant aussi de la Grèce, mais à la suite d'Aristote, donc, que ce n'était qu'une nature purement conventionnelle. Or, au XVIe siècle, pour ceux qui sont les partisans, au fond, de la motivation du signe, c'est-à-dire qu'en nommant, on peut connaître
et même posséder intellectuellement, tout cela correspond à une même activité, eh bien, c'est d'autant plus fondé, selon eux, que cela provient directement d'Adam, et ils font référence au texte biblique, donc à la Genèse, et ainsi l'hébreu, langue, au fond, dans laquelle les textes sacrés ont été principalement consignés, jouit-il d'un double prestige, puisqu'il est la langue d'origine, supposément, et c'est aussi, au fond, dans cette langue que toutes les significations, au fond, du monde ont été déposées, même s'il y a eu une altération dans la perception de celle-ci. Et, au fond, de là découle aussi l'importance que l'on continue d'accorder aux trois langues, non seulement de culture, mais qui sont aussi des langues d'église. Donc l'hébreu, on vient de le dire, mais le grec était la langue, justement, d'église de l'église d'Orient, et le latin était la langue, donc, d'église du monde occidental. Et c'est par ces langues, justement, que le message chrétien, donc le message religieux, est parvenu donc, au XVIe siècle, et c'est par ces langues aussi qu'il va falloir retrouver le sens altéré, non pas perdu, mais altéré du message chrétien, c'est-à-dire ce retour justement des évangéliques. D'abord, retour donc dans la langue d'origine pour bien comprendre le texte et surtout bien comprendre le message, puisque n'oubliez pas, on considère que le mot désigne la chose. C'est aussi l'un des fondements de ce que l'on a appelé la trilingue académie, et qui est l'origine donc du collège royal établi par François Ier, je vous l'ai dit, et futur collège de France. Par rapport à cela, les langues vernaculaires, donc les langues, pour faire bref, les langues modernes, sont des langues profanes. Elles n'ont pas cette dimension sacrée. Et donc, elles doivent normalement céder en préséance, vous comprenez le mot préséance, elles n'ont pas cette priorité. Il y a au fond une première place qui doit être accordée à ces trois langues de l'Antiquité. Et pourtant, on n'écarte pas le fait que ces langues premières, donc, et entre autres l'hébreu, ont souffert une dégradation, une altération, surtout depuis l'origine. Alors, comment le retrouver? Eh bien, il y a toute une science, toute une discipline, je ne sais pas si on peut dire une science, que l'on appelle la Kabbale, dans la tradition hébraïque, qui se donne justement, pour mission de retrouver les significations originelles, c'est-à-dire interpréter. Pourquoi interpréter? Eh bien, c'est pour essayer de retrouver cette langue idéale où, justement, on considérait que le mot et la nature de la chose étaient en parfaite adéquation. Et cette volonté de connaître l'hébreu, puisque, au fond, c'est une langue qui n'était plus connue, hormis par quelques pratiquants, si vous voulez, de la religion judaïque, avec tous les préjugés, n'est-ce pas, qui frappaient la communauté judaïque à l'époque. Eh bien, justement, on va essayer de retrouver cette langue première. Et Guillaume Postel, à nouveau, dit bien, donc, espère que ne se parlera plus, et là, je le cite, ne se parlera plus par parabole, mais par les choses mêmes. Donc ce retour aux langues premières va permettre de comprendre la réalité originelle du monde et du sens de la création. Et donc Postel voit justement une adéquation entre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et l'ordre de l'univers
Or, justement, cet ordre de l'univers, qu'est-ce qui le régit? Et je vous ai dit que la distinction, par exemple, entre les sciences, sciences pures et les sciences occultes est tout à fait floue, n'est-ce pas? On ne fait pas de distinction entre chimie et alchimie, par exemple. Hein. Et donc, chaque prince a son astrologue. Et donc Guillaume Postel voit bien entre ces 22 lettres donc de l'alphabet hébraïque une correspondance parfaite entre l'explication du monde que donnent les 12 signes du zodiaque, plus ce qu'il appelle donc les 10 émanations de Dieu. Et donc, ces dérivés, cette langue dérivée que pratique par exemple la communauté hébraïque, eh bien, va pouvoir se retrouver par cette connaissance, par cette interprétation que constitue la Kabbale, et en même temps permettre aussi d'établir le fait que les langues nationales, donc les langues vernaculaires, participent elles aussi, mais de façon fragmentaire, à cette motivation de retrouver donc l'origine des langues. Il y a une autre dimension, peut-être qui va distinguer les humanistes du XVIe siècle de la pensée platonicienne. Pour Platon, au fond, la priorité est à l'oralité. Dans Phèdre, par exemple, il condamne l'écriture. Au contraire, pour les humanistes, le signifiant écrit exerce une sorte de fascination. Pourquoi ? Bien parce qu'il est comme le dépositaire d'une sorte de vérité, mais une vérité qui est cryptée. Donc il va falloir la décrypter. Et en dépit, alors bien sûr, il y a toujours Rabelais qui est un esprit très positif, sinon positiviste, mais cela explique aussi la mode qui a une influence littéraire considérable, c'est-à-dire la mode des rébus, des anagrammes. Cela permet de comprendre une vérité cachée. Et cette vérité cachée se révélerait justement si on sait interpréter, donc c'est dans la continuité, si vous voulez, de l'activité de la Kabbale, c'est une adaptation, se révélerait aussi la vérité cachée, par exemple, des noms. Alors, prenons un cas très simple. Vous savez qu'à propos de Ronsard, il se veut, par rapport à la littérature grecque, l'émule, entre autres, de Pindare. Mais c'est évident. C'est évident puisque Pierre de Ronsard, si l'on considère le sens caché de son nom, eh bien, par l'anagramme, on se rend compte que c'est Rose de Pindare. C'est-à-dire qu'au fond, il est l'efflorescence en langue française de ce que fut Pindare pour la littérature grecque. Ou peut-être encore, avec ici une signification politique, vous savez que la reine Catherine de Médicis était un personnage politique controversé, pour plusieurs raisons. D'abord, elle était florentine, et donc elle n'hésitait pas face aux moyens efficaces pour des raisons politiques, le poison, la magie, etc. Eh bien, c'est évident, là encore, c'est présent dans son nom, puisque ses ennemis voient dans le nom de Catherine de Médicis, il suffit de l'interpréter, chaîne de crimes dites. Et le personnage politique, eh bien, porte en soi, dans son nom, le sens, au fond, ce qu'elle a été, tout au moins, vue par ses ennemis. Et toutes ces procédures, si vous voulez, d'interprétation, amènent à des commentaires qui, au fond, permettent d'expliquer, et là on retrouve, par exemple, l'intérêt que l'on porte à la toponymie ou à l'onomastique, donc la science des noms. Et le XVIe siècle va, au fond, établir, toujours dans la continuité de Platon, ici du Cratyle,
le fait que la langue est une création arbitraire des hommes. Pantagruel va le poser quand il déclare dans le tiers-livre, et je le cite, « Les langages sont par institution arbitraire et convenance des peuples. » Alors, il n'est pas lui non plus tout à fait cohérent, puisque par exemple dans le quart-livre, il montre qu'il c'est plus ambigu si vous voulez cette position. Néanmoins, il y a un doute qui s'instaure. Mais la position n'est pas tranchée. Si l'on veut prendre un autre esprit, si vous voulez, éclairé de référence, à la fin du siècle, Montaigne dira que le nom donc ne conduit pas à la chose, et par conséquent, il y a une évolution par rapport à ce que l'on a pu voir au début du siècle. Et justement, en voulant, ces partisans, au fond, de la motivation du signe, en voulant trop prouver d'une façon systématique, on finit par être trahi par l'apport souvent contradictoire, justement, de tous ces compilateurs, puisqu'on accumulait aussi, il y avait ces compilations qui étaient une caractéristique de la littérature de l'époque, et on laissait le champ libre à ceux qui voyaient, justement, dans les langages des institutions humaines comme le résultat d'une acquisition linguistique issue d'une expérience individuelle au sein d'un groupe social. Alors, ceci nous amène à une autre dimension de ce débat sur les langues que j'avais annoncé, c'est celui de la langue nationale, la place de la langue nationale. Alors, la problématique, bien sûr, c'est toujours cette division. Babel, d'ailleurs, dans les premiers chapitres, comme de nombreux esprits, puisque Du Bellay reprend très largement ce qui se dit à propos de ces débats sur les langues, et Babel, d'ailleurs, je peux vous, dans le chapitre 2, de sa défense, pour avoir une illustration plus claire, il le pose. Donc ce chapitre premier, est justement intitulé « L'origine des langues », et il le dit. Si la nature, dont quelques personnages de grande renommée n'ont sans raison à douter si on la devait appeler mère ou marâtre, eût donné aux hommes un commun vouloir et consentement outre les innumérables commodités qui en fussent procédées, l'inconstance humaine n'eût eu besoin de se forger tant de manières de parler. Laquelle diversité et confusion se peut à bon droit appeler la tour de Babel. Donc les langues ne sont nées d'elles-mêmes en façon d'herbes, racines et arbres, les unes infirmes et débiles en leurs espèces, les autres saines et robustes, plus aptes à porter les faits de conceptions humaines. Mais toute leur vertu est née au monde du vouloir et arbitre des mortels. Et cela est une grande raison pourquoi on ne doit ainsi louer une langue et blâmer l'autre, vu qu'elles viennent toutes d'une même source et origine. C'est la fantaisie des hommes et ont été formées d'un même jugement à même fin. C'est pour signifier entre nous les conceptions et intelligences de l'esprit. À ce propos, je ne puis assez blâmer, et là c'est aussi sa position, la sotte arrogance et témérité d'aucun de notre nation qui, n'étant rien moins que grec ou latin, déprise, c'est-à-dire méprise, et rejette d'un sourcil plus que stoïque toutes choses écrites en français, et ne me puis assez émerveiller de l'étrange opinion d'aucun savant qui pense que notre vulgaire, donc notre langue maternelle, soit incapable de toute bonne lettre et érudition, comme si invention pour le langage seulement devait être jugée ou mauvaise. Donc ce débat autour des langues nationales anime, et là il reprend, il synthétise, si vous voulez. Or, il y a une dimension religieuse qui vient se greffer, puisque l'on considère que
le miracle de la Pentecôte, rappelez-vous, qu'est-ce que ce miracle de la Pentecôte? Donc, c'est au moment où, justement, les disciples se trouvent doués de la faculté de parler, de transmettre le message évangélique dans les langues de leur auditoire. Et donc, ce message de la Pentecôte, au fond, est une sorte de rachat partiel de la problématique de la faute initiale, donc, de Babel. Puisque, au fond, le même message, puisque c'est le même message, peut s'exprimer dans des langues différentes. S'il peut s'exprimer dans des langues différentes, c'est-à-dire que ces différentes langues peuvent communiquer entre elles. Elles peuvent communiquer entre elles, notamment par la traduction. On peut passer d'une langue à une autre. On le translate au sens propre. Et si on peut les traduire, on peut aussi les apprendre et les enseigner. Et justement, le réformateur suisse, donc, Calvin, va voir précisément dans cette capacité de pouvoir traduire les langues un signe de la bonté divine. Et Luther, donc, qui le précède, impose justement, en s'appuyant sur ce fondement, la liturgie chrétienne donc la liturgie réformée, sur la langue maternelle. En l'occurrence d'abord l'allemand, mais ensuite, quand le théranisme va se répandre dans l'Europe du Nord, ce sera la langue maternelle. Tout en ayant conscience, au fond, que toujours Babel a coûté à la diffusion de la religion réformée des difficultés, puisqu'il a fallu traduire, d'abord en allemand et puis dans les autres langues. Alors, la spécificité des langues, bien évidemment, est un embarras pour le traducteur, mais, et d'ailleurs l'un de ces traducteurs, Cardan, le dit, tous les mouvements de l'âme trouvent par là un moyen d'expression, mais il faut pouvoir l'atteindre. Et donc, l'affirmation de principe, selon laquelle, et Du Bellay le reprenait, rappelez-vous, au tout début, ensuite il va dire le contraire, ça ne fait rien. Je reprends la phrase, cela est une grande raison pourquoi on ne doit ainsi louer une langue et blâmer l'autre, vu qu'elles viennent toutes d'une même source et origine. Donc, l'affirmation de principe selon laquelle toutes les langues sont égales en dignité ne va pas tenir très longtemps. Pourquoi? Parce que, quelle est, et c'est dans le titre même, l'intention de Du Bellay et de son groupe, donc de la Pléiade, et il n'est pas le seul, ils ne sont pas les seuls non plus, c'est de défendre, défense et illustration, mais d'abord de défendre la langue française. Contre qui? Il le disait dans ce premier chapitre, contre justement cette sorte de primat, pour ne pas parler d'impérialisme, du latin et du grec. Et en défendant, on va chercher aussi à promouvoir sa langue. Alors, d'autres esprits, comme Torrey par exemple, voyaient dans le français une des plus belles et gracieuses de toutes les langues humaines. Une des plus belles, pas la plus belle. Du Bellay, lui, va plus loin, après avoir considéré que toutes les langues sont égales en dignité, va plus loin et va s'appuyer là sur la phonétique et dire que la phonétique française ne peut justement, on ne peut s'empêcher de considérer qu'elle est la plus gracieuse. Et là, ça n'est pas seulement par rapport aux langues de l'Antiquité, mais c'est aussi par rapport à la grande rivale, qui est l'objet de toutes les convoitises, qu'est l'italien, le toscan.
Et après, donc, ce que l'on a appelé la concorde des deux langages, dont rêvait déjà le maire des Belges au début du siècle, la concurrence avec l'italien s'installe et s'installe chaque fois plus fortement. Et d'ailleurs, c'est tout un débat qui anime le XVIe siècle français, puisque, au fond, la langue française, cette volonté d'imitation, de rivaliser, mais aussi d'imiter la littérature italienne, a eu un effet très concret, c'est que le français du XVIe siècle est contaminé par de nombreux italianismes. Et ça suscite aussi une réaction. Une réaction, d'autant plus que l'on sait que sur le plan politique, dans l'espace français, à commencer par la reine de France, Catherine de Médicis, les Italiens sont très présents, très présents. Il y a eu donc une venue importante de familles italiennes qui, très rapidement, se sont installées, ont accédé aux commandes du pouvoir. Donc, tous ces facteurs, contamination de la langue par les italianismes, présence chaque fois plus forte dans les structures politiques du pays de la présence italienne, provoquent une réaction qui est un des motifs aussi donc de la défense du Bellay. Et un autre facteur aussi va accentuer ce mouvement, ce sont les sympathies réformées, c'est-à-dire que des esprits comme Henri Étienne, Nicolas Dufay, etc., justement, vont voir que le français, considérer que le français doit avoir une présence réelle sur le territoire national, à l'égal d'ailleurs de la présence du latin, qui lui-même a, depuis le Moyen-Âge, investi tous les champs du savoir, puisque l'enseignement se faisait en latin, et justement, ce que se proposent ces esprits, c'est une sorte de reconquête, à laquelle, dès le début du siècle, Claude de Seyssel, justement, demandait à ce que l'on puisse instruire, donc, en dehors de ce qu'il appelait les saintes écritures et la philosophie morale, mais que l'on puisse instruire, par exemple, la médecine, l'histoire, donc non seulement en latin, mais aussi dans la langue vernaculaire, puisque tout le monde ne la connaissait pas. Et justement, le choix que les protestants, pour faire simple, donc les évangéliques et les réformés, donc, ont fait d'adopter les langues nationales pour exposer leur doctrine, est venu renforcer l'attachement donc de l'Église officielle, donc de l'Église catholique, elle, au latin. Et d'ailleurs, la Sorbonne, au début du siècle, dans le premier quart du siècle, 1525, estime d'ailleurs qu'il serait, le mot est pernicieux, c'est-à-dire dangereux, d'autoriser la traduction de la Bible. Et cette position de la Sorbonne sera entérinée par un acte du Parlement de Paris, et des esprits, donc des humanistes, comme Lefebvre d'Étaples, ou encore Dolé, auront des problèmes, voire jusqu'à l'emprisonnement, pour avoir traduit les textes sacrés. Donc vous voyez qu'on a, un débat extrêmement vif et des rivalités profondes, puisqu'elles s'ancrent dans des considérations à la fois politiques et religieuses. Il y a des domaines dans l'enseignement qui résistent avec beaucoup moins de virulence que dans le domaine de la philosophie, de la théologie, etc. C'est la médecine. Bien sûr, la médecine s'enseigne en latin, mais qu'est-ce que l'on observe tout au long du XVIe siècle? C'est que d'abord, il y a un développement considérable d'une branche de la médecine qui est la chirurgie. Et justement,
Donc, des chirurgiens, et notamment peut-être l'un des plus célèbres d'entre eux, Ambroise Paré, hein, eh bien, va publier toute son œuvre scientifique, donc, dès 1545, en français, hein, d'ailleurs, comme l'avait fait son maître Canard. Le droit lui-même, la loi est écrite en latin et le droit s'enseigne en latin. Mais les procès se tenaient aussi dans la langue maternelle des plaideurs. Tout le monde n'était pas, n'est-ce pas, tout le monde n'avait pas la connaissance du latin. Donc, les procès se faisaient dans la langue maternelle des plaideurs. Et dans cette perspective, le roi François Ier, donc, en 1539, donc par l'édit de Villers-Cotterêts, justement, va établir, décréter que désormais tous les actes juridiques seront délivrés, et là je cite le texte, donc, en langage naturel français et non autrement. Alors bien sûr, il y a d'abord, il ne faut pas être naïf, il y a une volonté dans ce décret de renforcer le centralisme monarchique, puisqu'on unifie, n'est-ce pas, la langue juridique du pays. Ceci se fait par rapport au latin, mais ceci se fait aussi par rapport à toutes les langues régionales, c'est-à-dire toutes les langues du sud, notamment de la France, du Pays d'Oc, car il faut se rappeler que il y avait différents parlers, donc par exemple dans l'Occitanie, donc tout le sud de la France, vous aviez le gascon, vous aviez le provençal, vous aviez la langue d'Oc, si vous voulez, toute la région de Toulouse. Donc, et jusqu'à cet édit de Villers-Cotterêts, en effet, les procès se tenaient dans la langue maternelle, mais se tenaient dans la langue maternelle de la région. Désormais, théoriquement, ils doivent donc se faire dans la langue d'Île-de-France, c'est-à-dire la langue du pouvoir royal. C'est-à-dire donc, qu'est-ce que l'on voit? En effet, c'est bien un centralisme monarchique qui est en train de se mettre en place au détriment des langues régionales, et même il y avait d'autres régions où l'on parlait des dialectes, et bien évidemment, si vous voulez, pour les langues du Sud, ou pour les parlers du Sud, c'est évidemment une date clé, borne, si vous voulez, qui va marquer la progressive régression de ces langues du Sud à un domaine de plus en plus privé. C'est-à-dire que, oui, on continuera de parler ces langues régionales, mais dans le domaine familial. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de projection publique de ces langues, ce qui explique le long processus de parfois quasi-disparition de ces langues, et ça n'est que à partir du XXe siècle, seconde moitié du XXe siècle, il y aura une sorte de résurgence progressive, même si, par exemple, pour le provençal, il y a eu des reviviscences dès la fin du XIXe siècle. Mais elles régressent considérablement de l'espace public à partir donc, de cet édit de Villers-Cotterêts, donc on peut dire déjà dès la seconde moitié du XVIe siècle, et c'est un mouvement qui va se prolonger très longtemps, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Il y a une autre grande question par rapport à cette réflexion sur les langues qui anime tout le siècle et qui va aussi animer le débat esthétique et entre autres la conception, si vous voulez, de la langue littéraire chez le groupe de la Pléiade. Mais ça c'est propre, si vous voulez, c'est une question esthétique, ça ne rentre pas directement
dans le sujet plus général qu'on a défini pour aujourd'hui. Mais ce problème, c'est la question de la traduction. Le Moyen Âge n'avait pas ignoré, bien sûr, la pratique de la traduction, notamment de la version. Et d'ailleurs, dès le XVe siècle, Charles V, le roi Charles V, a officialisé, si vous voulez, a décrété donc que les plus grands auteurs de l'Antiquité latine devaient être traduits pour donc que la majorité, tout au moins de ceux qui étaient lettrés, puissent avoir accès à ces textes. Et d'ailleurs, le grand traducteur du XVIe siècle, que fut Amyot, vantera, n'oubliera pas, donc cette disposition royale du roi Charles V. Mais au cours du Moyen Âge, ils l'ont traduit, évidemment, on traduit dans le monastère, et ensuite à la fin, je vous l'ai dit, on le fait pour un public plus large. On s'intéresse moins à l'œuvre elle-même qu'au contenu, c'est-à-dire qu'on cherche, la traduction est le moyen pour transmettre des connaissances sur tel ou tel sujet. Et par ailleurs, on n'hésite pas non plus à modifier le texte que l'on traduit, ou à l'enrichir, entre guillemets bien sûr, alors que l'approche que les traducteurs donc, de la Renaissance vont adopter va évoluer, et la notion d'œuvre même, le concept d'œuvre va aussi changer, son unicité, son authenticité, en même temps que d'ailleurs le statut de l'auteur. Et par conséquent, la conception de la traduction va s'en trouver modifiée. Alors on se pose la question d'abord, pourquoi faut-il traduire ? Cette époque, donc, marquée par tout ce qui anime les humanistes, connaît un grand appétit, si vous voulez. Il y a une sorte de fringale pour les textes et savoir ce qu'ils disent, les connaître, les approcher, les comprendre dans leur authenticité. Or, malgré, n'oubliez pas que l'imprimerie donc a favorisé, si vous voulez, la diffusion de ces textes, mais souvent ça n'est pas suffisant. L'offre ne répond pas à la demande et il y a, chacun ressent une sorte de manque, presque de disette de livres, d'où d'ailleurs l'importance que l'on accorde encore aux livres. Il suffit de se porter à ce que dit Montaigne, l'espace où il se retire, c'est sa librairie, donc sa bibliothèque, c'est son univers. Et l'humanisme donc va imposer au fond l'accès à des ouvrages dont il va proclamer, célébrer l'inépuisable fertilité. Et justement, la traduction apparaît comme le moyen, si vous voulez, cette corne d'abondance qui va permettre justement de nourrir toute la réflexion de ces lettrés. Et au fond, ce qui apparaît, c'est que pour les Français, on va leur conseiller, entre autres c'est la position de Du Bellay, de se comporter à l'égard de la littérature classique, latine et grecque, comme les Romains eux-mêmes l'avaient fait par rapport aux Grecs. Et ce mouvement ne naît pas uniquement avec le siècle. Dès, par exemple, un traducteur comme Oren, donc dès le XIVe siècle, il soulignait que Cicéron avait recommandé la version. Et donc, la traduction est
une œuvre fondamentale pour accéder à ces textes. Or, on sait aussi, je vous en ai parlé, donc dans cette approche, cette volonté d'approche historique pour une meilleure connaissance des langues, donc les philologues exigent la restitution authentique du texte. Une restitution authentique du texte qui serait débarrassée de tous les commentaires, parce qu'on a traduit au Moyen-Âge, mais de tous les commentaires qui accompagnaient souvent de ce qu'on appelait la glose, ces traductions qui souvent non seulement le surchargent, mais peuvent dénaturer même le texte d'origine. Et le traducteur est donc un vulgarisateur, et il ne peut, au fond, il considère qu'il ne peut être proposé dans sa langue que, au fond, il propose de transposer dans sa langue, de lui proposer une sorte d'autre vêtement, dirais-je. Et traduire, c'est en même temps tirer de l'oubli. Tirer de l'oubli, et donc le traducteur appelle à la communication, donc, de la connaissance, mais en même temps, science au sens étymologique, donc sapientia, c'est la connaissance, mais c'est aussi la sagesse. Et justement, le traducteur du Roland amoureux de Boiardo, Jacques Vincent, dit bien que un trésor caché ne peut profiter à personne. Donc le traducteur a une mission, une fonction publique. Et justement, celui que l'on a appelé le prince des humanistes, Erasme, donc souligne l'utilité des traductions en langue vulgaire, donc dans les langues modernes. Et il évoque justement que les livres saints qui sont traduits dans toutes les langues, dans toutes les nations, permettent à ce qu'il appelle, et là je le paraphrase, aux laboureurs, aux tisserands, aux pilotes, à la mère de famille, qui, grâce aux traductions, pourront avoir chacun dans son idiome naturel la possibilité de louer le Seigneur. Donc là, c'est la position d'Erasme, qui ne passera jamais d'ailleurs, qui sera un évangélique, si vous voulez, proche, mais qui ne passera jamais au protestantisme. Et ceux que l'on a appelés les membres du groupe de Meaux, au nord de Paris, donc par exemple Brissonnet, Farel, etc., pensent que justement la rénovation religieuse ne s'accomplira pas par les savants, le travail des savants, les doctes, mais au contraire par les simples, donc, qui auront pu être instruits dans leur langue maternelle. Et c'est aussi pour cela que l'on va encourager dans l'enseignement, donc des écoles, ici, l'apprentissage de ces langues et surtout le travail sur la traduction. Et on cherche à conférer, c'est-à-dire la mettre en rapport, là je cite Dolé, conférer sa langue avec la latine. C'est par la traduction que l'on pourra mieux maîtriser sa langue, donc maternelle. D'où, au XVIe siècle, l'efflorescence d'ouvrages pédagogiques, donc qui sont désormais bilingues. Ouvrages pédagogiques où on voit les deux textes, c'est-à-dire donc le texte latin par exemple, et en regard, le texte, donc en français en l'occurrence, mais ça n'est pas seulement réservé à la langue française, et ce travail, j'allais dire constant de passage d'une langue à une autre, permet l'enrichissement, n'est-ce pas, de la connaissance des deux langues et bien sûr l'approfondissement de sa langue maternelle. Ce ne sont pas simplement les enfants. Ce sont aussi une autre catégorie importante dans la société, ce sont les femmes. N'oubliez pas que les femmes sont exclues des collèges. Elles ne peuvent pas accéder à l'enseignement
Et donc, elles ne peuvent pas accéder à l'enseignement officiel des langues. Et une autre catégorie aussi dans la société qui reste, disons, en marge aussi des bénéfices de cet enseignement, ça semble paradoxal, mais c'est la noblesse. La noblesse du royaume est d'abord à donner aux armes. Elle est, encore au XVIe siècle, peu éduquée. L'éducation de Montaigne est exceptionnelle, n'est-ce pas? Donc, justement, et ça n'est pas seulement un phénomène français, puisque Castiglione, dans Il Cortegiano, le courtisan, qui sera lui aussi traduit en français, déplore la même problématique donc, en Italie. Et ne connaissant pas ou connaissant mal le latin, eh bien justement, la traduction des grandes œuvres de l'Antiquité va permettre aussi à cette catégorie de la société qui a un rôle politique d'accéder à des textes. Et notamment, par exemple, la traduction de Thucydide par ces guerres du Péloponnèse, donc qui est faite par Cécile, eh bien, c'est François Ier, le roi, elle était encore à l'état manuscrit, François Ier, donc, va demander à ce que cette traduction, donc, de Thucydide soit imprimée pour que, justement, cette noblesse prenne des leçons de l'histoire et réfléchisse aussi à des questions de stratégie. Et il le fait, justement, comme le dit donc la préface, et là je cite, c'est faire cette traduction, l'imprimer, la traduction a été faite par Cécile, au profit de la chose publique et édification de soi-même. Et par conséquent, on peut dire que la traduction participe d'une véritable au fond, politique de promotion culturelle qui est lancée dès le règne de François Ier. Et bien qu'humaniste, ce siècle, au fond, en vient à envisager la traduction comme un moyen, souvent aussi, et là c'est le côté pratique, d'économiser son énergie, dit-on. Pourquoi? Eh bien, Pelletier-Thuman, même le traducteur Amyot, en 1559, considère que l'on passe un temps infini à apprendre à toutes ces langues anciennes. Et justement, ce regret sera aussi exprimé par Louis le Roi dans un discours qu'il prononce au Collège royal en 1576. Et donc, le traducteur, au XVIe siècle, a conscience d'œuvrer, de travailler, de rendre un service public à ses compatriotes. Donc il y a une utilité, il y a un profit à la traduction. Et Marot, lui-même, au début du siècle, assure que la traduction qu'il a donnée des Métamorphoses d'Ovide, même s'il n'était pas un très bon latiniste, va servir non seulement aux poètes, mais aussi aux peintres. Puisque n'oubliez pas que les arts s'inspirent aussi, les arts donc décoratifs s'inspirent aussi de la littérature antique pour y trouver leurs motifs. Et donc, d'ailleurs, Marot parle de sa traduction comme une décoration grande dans notre langue. C'est-à-dire, au fond, c'est une illustration, mais à fin esthétique, et vous voyez comment les mots se répondent. Et par ce moyen de la traduction, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que l'on va pouvoir enrichir sa langue nationale. Et dès le début du siècle, donc Claude de Seyssel en 1509 soulignait ce point, c'est une des ambitions majeures de ce siècle que d'enrichir la langue nationale. Et ce que reprendra donc au milieu du siècle, en 1549, donc du Bellay dans sa défense et illustration. Et pourtant, tous disent que la langue nationale, en l'occurrence française, n'est ni, là je cite, ni si maigre ni affamée.
qu'elle ne puisse convenir donc aux traductions. Donc on considère que la langue a une évolution suffisante pour pouvoir désormais servir de moyen de traduction aux grands textes de l'Antiquité. Et justement, le traducteur du Promarcello de Cicéron donc va désormais prendre cette position en disant que la langue française a les moyens suffisants pour, au fond, translater, transposer les grands textes de la culture antique. Et s'instaure, à mesure que le siècle avance, une émulation. Le terme est déjà de l'époque, en même temps qu'une comparaison. On cherche à se mettre, prenons une expression aussi de l'époque, se mettre au parangon, c'est-à-dire donc se mettre au niveau du modèle. Et cela peut aussi amener à une sorte de conflit. Conflit avec les langues anciennes, mais aussi conflit avec rivalité, conflit avec l'autre grande langue moderne et de culture qu'est l'italien. Et très justement, au moment où la traduction du Décaméron, donc de Boccace, est faite par Antoine Le Maçon, l'imprimeur, donc, voit dans cette version, et là je cite encore, une très grande épreuve et témoignage certain de la richesse et abondance de notre vulgaire, c'est-à-dire notre langue française, cependant donc que le traducteur, en l'occurrence, fait l'éloge de Marguerite de Navarre, qui elle-même est à l'origine de la traduction. Marguerite de Navarre, donc l'autrice de l'Heptaméron, mais qui est aussi à l'origine de la traduction du Décaméron de Boccace. Et donc, ce traducteur continue, et l'imprimeur souligne, donc il ne fallait pas que les Toscans fussent en telle erreur de croire que leur Boccace, on voit la distanciation, ne put être représenté en notre langue aussi bien qu'en la leur. C'est-à-dire que presque le texte d'origine trouve son équivalent, et certains iront même jusqu'à dire, peuvent être dépassés, étant la nôtre, je continue la citation, étant la nôtre devenue si riche et copieuse. Et c'est bien ce que je disais, certains vont même donc plus loin, non seulement on peut faire aussi bien, même dans une traduction, pour restituer l'esprit d'un texte, mais certains donc vont plus loin en considérant que les auteurs étrangers gagnent même à être traduits en français. Et donc, par exemple, dit-on, eh bien, des traducteurs comme de l'italien Bandello, eh bien, ils ont gagné à être traduits en français. C'est mieux écrit, finalement, en français qu'en italien. Et, au fond, la traduction donnait le pouvoir de rendre la pure, et je cite, la pure et argentine invention des poètes dorés et enrichis de notre langue. Alors bien sûr, il y a une sorte derrière cela de nationalisme un peu naïf, si vous voulez, mais à la fois instructif par rapport au débat, puisque si l'on reprend ce qui se disait au début du siècle, le français, donc, s'était mis à l'école des langues classiques et même de l'italien, n'est-ce pas? Et un demi-siècle plus tard, donc, eh bien, il prétend pouvoir rivaliser et même pouvoir augmenter la dignité du texte d'origine. Alors, l'autre aspect, si vous voulez, de cette question de la traduction, c'est comment traduire. Bien sûr, la manière de bien traduire d'une langue à l'autre pose 5 conditions. Et Doley, c'est Doley qui les présente, Doley dit que d'abord le traducteur doit, ça semble évident,
doit entendre parfaitement le sens et la matière de l'auteur, comprendre le texte. Il doit aussi comprendre la langue aussi bien que la sienne, là encore. Il doit refuser un mot à mot qui, au fond, viendrait amputer. Il doit se méfier aussi des calques et des néologismes. Et il doit observer, et là c'est une question de rhétorique, ce qu'il appelle les nombres oratoires pour atteindre l'harmonie et l'élégance. Bon, alors tout ça c'est assez évident, mais cela avait le mérite d'être consigné, d'être formulé et de fixer des paramètres au fond pour la traduction. Alors bien entendre l'auteur que l'on traduit, est-ce que, et là c'est une question qui reste fondamentale, est-ce que c'est respecter la lettre ou respecter l'intention? Ça c'est la première question. Or, le Moyen-Âge, dans sa pratique des traductions, s'attachait moins à ce que l'on appelait les paroles que les sentences. Et de paraphrase en gaullose, donc on répétait si vous voulez le texte, et ensuite on le commentait. On aboutissait, et c'est ce qu'avaient constaté donc les humanistes, on aboutissait à des écarts considérables parfois entre le texte de départ et la traduction. Les philologues donc du humaniste donc vont réagir contre cette pratique, et justement les premiers traducteurs ont voulu au contraire, en revenant au texte, coller au texte. Et même du Bellay, donc dans sa défense et illustration, donc ici dans la deuxième partie, va louer cette approche. Et à propos d'ailleurs d'une traduction d'un des membres de la Pléiade, donc de Lazare de Baïf, quand il a traduit l'Esther de Sophocle, l'Électre de Sophocle. Et quel est le point que loue justement du Bellay? C'est précisément d'avoir su traduire quasi vers pour vers. Pelletier-du-Mans, un autre donc traducteur, va rêver lui aussi d'une traduction de Virgile en vers français, c'est-à-dire passer donc d'une langue qui a un autre système de versification vers la langue française, phrase pour phrase, dit-il, mot pour mot. Alors, cette conception, si vous voulez, eh bien, Amyot va, au fond, l'établir, c'est-à-dire qu'il va poser une exigence nouvelle, et notamment dans sa traduction, qui a fait la réputation d'Amyot, des vies parallèles de Plutarque. Au fond, que dit-il? L'office d'un propre traducteur ne gît pas seulement à rendre la pensée de son auteur, mais aussi à représenter aucunement et à adombrer, c'est-à-dire à refléter, la forme du style et manière, dit celui. Forme du style et manière, dit celui. Et c'est là, justement, la difficulté et au fond la qualité durable et qui a fait d'Amyot un modèle pour les traducteurs, justement, qui va l'opposer à la position de du Bellay, qui, lui, continuera d'y voir une sorte d'infirmité essentielle. Or, pour réaliser cet effort de traduction donc considérable que les humanistes du XVIe siècle ont mené, il fallait bien sûr s'appuyer sur des connaissances linguistiques renouvelées, mais était-ce suffisant? Au début du siècle, Marot, je vous l'ai dit, qui maîtrisait plus ou moins le latin, donc avait offert donc aussi une traduction des Métamorphoses d'Ovide, mais s'était lancé, avait fait la traduction des psaumes, alors que, bien sûr, il ne connaissait pas l'hébreu. Donc il l'a fait à partir d'une traduction latine.
Et Dolé, qui était, lui, un helléniste brillant, un modèle, travaillait sur une version latine pour donner son texte français de l'Hipparchus, que l'on croyait encore donc être un dialogue de Platon. Et donc comment rendre les termes en renvoyant à des réalités qui étaient des réalités devenues au fond exotiques, éloignées dans le temps. Et dans l'ensemble, les meilleurs traducteurs français de l'époque n'ont pas hésité à moderniser, voire à franciser, à trouver des équivalents approximatifs pour faire comprendre. Alors, des exemples, par exemple, les matronae latines deviennent des bourgeoises. Est-ce que c'est tout ce que recouvre la notion de matrone latine? On peut se poser la question. Ou encore, les dieux immortels trouvent leur équivalent en français, dont Dieu et les saints. Là encore, c'est une transposition discutable. Et Amyot, toujours dans sa traduction de Plutarque, transforme les licteurs donc romains en huissiers. Il y a d'autres passages les présentent comme des gentilshommes, des prévôts, des colonels. Bien sûr, ils ont une fonction administrative à Rome, l'équivalent. Et donc, pour tourner la difficulté, les traducteurs vont souvent gloser, c'est-à-dire commenter le terme étranger, ou le terme qui a été francisé, parce qu'on adapte aussi en français, des mots qui ont une souche plus vieille. Et ce qui qui explique, si vous voulez, le fait que dans les traductions du XVIe siècle, parfois, on a des redoublements de mots. C'est-à-dire, on a le mot dans son évolution naturelle, et ensuite des mots qui ont été francisés, par exemple, à partir de la racine latine. Je prends un très simple exemple. Vous avez en français, il subsiste toujours, le verbe tirer et traire. Traire, c'est l'évolution historique du mot, qui vient de tirare. Et pour retrouver la proximité avec la langue latine, eh bien, on va créer le mot tirer. Et donc, si vous observez traire, on traire le lait, c'est resté dans le sens pratique de la langue, et tirer une conclusion, c'est le sens abstrait. Et donc voilà un exemple de redoublement de mots qui, au fond, ces redoublements qui proviennent du travail de la traduction, parce qu'on essayait de coller le plus proche possible du texte d'origine pour essayer donc d'en restituer l'esprit. Et au fond, ce souci d'enrichir la langue, ou même de manifester ce que l'on appelait la copia verborum, c'est-à-dire au fond de susciter une abondance du langage, une abondance dans l'ornement du langage, afin justement de porter la langue française au même degré d'élaboration que les langues d'origine, donc les langues de culture, de l'Antiquité ou même de l'italien. Et au fond, c'est à travers la richesse de toute cette élaboration que la langue française aussi s'est établie et au fond a permis à ces auteurs, et notamment à ceux de la Pléiade, mais pas seulement, de considérer que désormais elle avait atteint un état si vous voulez, de perfection suffisante pour pouvoir traduire. Alors, on pourrait au fond considérer, parce que le temps passe, on pourrait donc considérer que justement pour les écrivains français de la Renaissance, les traductions ont participé à ce grand mouvement intellectuel qui anime le siècle, et même à ces combats, puisque ce sont des débats polémiques très forts. Et justement, ces traductions ont
valu à leurs auteurs, il ne faut pas l'oublier souvent, des persécutions du pouvoir religieux, des persécutions du pouvoir politique. Elles ont parfois mieux servi aussi les œuvres étrangères que les éditions dans la langue originale. Mais on ne se contente pas de participer donc à la transmission de la culture classique. On est passé donc de l'admiration à l'appropriation et ensuite éventuellement à la contestation du modèle qui était à la fois un maître mais aussi un rival que l'on a cherché à dépasser. Et les versions donc du XVIe siècle n'offrent au fond pas pour la pratique de la traduction de nouveautés considérables. Mais les versions du XVIe siècle seront au fond remises en question par les traducteurs du XVIIe siècle qui vont se distinguer par ce que l'on a appelé les belles infidèles. C'est-à-dire que ce que les auteurs, les traducteurs du XVIIe siècle reprocheront à leurs congénères du XVIe siècle, c'est d'être souvent restés trop proches du texte et de ne pas avoir pris suffisamment en considération le bon goût. Et c'est justement, on leur a reproché de trop sentir le collège, c'est-à-dire d'être des traductions trop marquées au fond par un esprit peut-être d'érudition, de scolarité, au détriment de ce qui va animer les traductions du XVIIe siècle, justement cet esprit de salon, cet esprit de conversation animé par le bon goût. Et il est certain que ce regard, au fond, sur la littérature classique, dépouillée de toutes les exégèses chrétiennes, a permis aussi d'établir, de conquérir même une autonomie esthétique. Et au fond, c'est la relation entre le scripteur avec son texte qui n'apparaît plus comme la trace d'une activité médiate, mais comme justement l'inscription dans la langue d'une pratique d'écriture qui est équivalente à celle d'un auteur. C'est-à-dire qu'on a cherché, au fond, dans cet effort à transposer dans sa langue maternelle, eh bien, à retrouver l'esprit créatif qui avait animé le texte d'origine. Voilà. Nous remercions Monsieur le professeur. Je dois avouer qu'il y a certains noms que je ne connaissais pas. Et donc je n'ai pas pu trouver la graphie, par exemple, Nicolas Dufay, ça ne me dit rien, etc. Donc je m'excuse aux étudiants. J'ai essayé de suivre. Non, moi je te l'appelle.